Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance dédiée à l'imagerie ultrasonore. Le domaine de l'imagerie ultrasonore étant très vaste, seule une introduction sera présentée ici. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver ce cours sur ma chaîne. Après avoir présenté les méthodes de reconstruction tomographique en transmission, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la reconstruction d'images de réflexion rétrodiffusion. Ayant personnellement contribué au développement de l'imagerie échographique, je vous propose un préambule assez éclairant sur l'importance de la concomitance entre des innovations et des développements technologiques pour développer une nouvelle imagerie. L'ultrasonographie, de par son faible coût, la portabilité de ses appareils, de par sa formation d'images temps réel et son innocuité, au regard des autres modalités, possède un fort potentiel pour casser les lois du marché et impacter fortement la radiologie et les disciplines telles que l'obstétrique, la cardiologie et les services d'urgence, pour ne citer que. Toutefois, cette aventure n'a été possible que parce qu'il y a eu concomitance entre des innovations et des technologies. 5 phases majeures ont marqué l'imagerie ultrasonore. La première phase, et non des moindres, a concerné les premiers développements amenant l'ultrasonographie au rang des modalités médicales incontournables dans certaines disciplines médicales. Le glissement de la sonde mécanique sur la peau permit d'obtenir des images de coupe temps réel du cœur en mouvement par exemple. C'est à la fois l'utilisation du microprocesseur et du balayage mécanique qui a permis cette prouesse médicale. L'avènement des traitements du signal numérique et le balayage électronique constitua la deuxième révolution de l'ultrasonographie en permettant d'intégrer à l'imagerie morphologique l'imagerie fonctionnelle Doppler. La qualification et quantification de la circulation sanguine permirent d'améliorer de façon significative le diagnostic médical de pathologies vasculaires. La troisième période concerna des améliorations significatives de la qualité des images échographiques et notamment le contraste. C'est l'injection d'agents de contraste et de post-traitement harmonique qui, en conjonction du développement de convertisseurs à faible coût, amena l'imagerie harmonique incontournable pour identifier des tumeurs du foie par exemple. C'est dans la quatrième période que je participa de façon active au développement de l'imagerie codée. Même si certaines compagnies se focalisèrent sur la miniaturisation des échographes, d'autres redoublèrent d'efforts dans le codage de séquences ultrasonores, à l'instar de l'IRM. Enfin, ce fut en tant que chercheur senior que je contribua, avec l'aide de Sébastien Minigot, de façon significative au développement de l'optimisation du design des ondes ultrasonores, explorant la matière. Ce fut l'ère du retournement temporel et de l'imagerie ultra rapide via les GPU et CPU. À l'instar de l'IRM, l'ultrasonographie permet de fabriquer des images morphologiques et fonctionnelles en temps réel grâce au mode B, mode duplex et triplex. Enfin, je participa aussi au développement de moniteurs Doppler transcrâniens et transutérins. À gauche, nous voyons une image 4D du fœtus, 3D plus le temps. Cette image est reconstruite à partir de plusieurs coupes et à partir d'une sonde matricielle 2D. En haut à droite, il s'agit d'une échographie de fœtus de souris. En augmentant la fréquence des ultrasons, il est possible d'observer des structures anatomiques submillimétriques. J'ai participé de loin au développement d'un échographe permettant d'imager des fœtus de souris pour le développement de produits médicamenteux. En bas à droite, il s'agit du mode d'imagerie tissulaire harmonique. Il s'agit ici d'évaluer le déplacement du cœur en considérant les propriétés non linéaires du myocarde. En bas à droite, il s'agit du mode triplex pour 3 fonctions, permettant d'afficher une image du cercle de Willis en mode B et le mode Doppler couleur plus le sonogramme. Attardons-nous maintenant sur une modalité importante, l'élastographie, souvent utilisée pour diagnostiquer les cancers du sein et du foie. L'échographie, qui produit des images d'impédance acoustique ou de densité. Je rappelle que l'impédance acoustique, c'est la densité de matière multipliée par la célérité des ultrasons. Ici, cette célérité ne permet pas de générer de forts contrastes entre des tissus de quasiment même densité, mais d'élasticité différente. On recourt alors à l'élastographie. Pour simuler la palpation du médecin,
des ondes mécaniques de compression basse fréquence sont transmises. Il s'agit d'une image d'élastographie superposée à une image en mode brillance, comme indiqué en haut à gauche. Il s'agit d'émettre des ondes mécaniques basse fréquence dont l'objectif est de contracter ou dilater les tissus explorés. Au fur et à mesure que cette onde de compression se propage dans le tissu, des photos ultrasonores haute fréquence sont prises. En mesurant le déplacement dans ces images haute fréquence d'une image à une autre, il est possible de mesurer le déplacement et la vitesse de la matière en vue d'en déduire le module d'élasticité comme indiqué en haut à gauche avec une couleur allant du rouge au bleu. L'imagerie cardiaque 5D est en fait une imagerie 3D plus temps pour laquelle un paramètre de couleur est imprimé sur la surface du cœur. Ici, le paramètre souligne le niveau de contractilité du cœur au fur et à mesure du temps. Passons maintenant à quelques vidéos. Voici à titre d'illustration un exemple d'échographe qui permet de représenter différents types d'imagerie, de l'imagerie en mode B, de l'élastographie, à la reconstruction fœtale 3D, 4D, reconstruction anatomique aussi intelligente, avec l'utilisation de plusieurs sons, les Doppler couleurs et le sonogramme associé. Principe de l'échographie. Nous voyons en haut le signal émis, juste en bas le signal reçu qui constitue une ligne. Enfin, en balayant l'orientation de l'émetteur, nous voyons apparaître en bas à droite l'image. En réalité, contrairement à ce qui est montré, les éléments de la sonde sont regroupés en émission ou en réception par formation de faisceaux. Si l'on souhaite connaître la cadence à laquelle on obtient une image, il faut tenir compte du temps que vont mettre les ultrasons pour atteindre puis réfléchir les tissus les plus profonds. Pour une profondeur d'exploration de 20 cm et pour une célérité des ultrasons dans les tissus de 1540 mètres par seconde, il faut 260 microsecondes aller-retour, plus une marge de 50 microsecondes pour l'électronique, ce qui correspond à 3850 tirs par seconde. Si la sonde est composée de 256 transducteurs et qu'ils sont regroupés pour effectuer 100 tirs, alors la cadence image sera de 40 images par seconde. Avec 50 tirs et 4 focus, la cadence est quasiment divisée par 2, soit 20 images par seconde. Pour concentrer les ultrasons en différentes zones focales, où l'énergie déposée sera plus concentrée, il faut former un faisceau en introduisant pour chaque transducteur de la sonde un retard à l'émission. Ici, la forme est circulaire. On fait de même en réception. Si on souhaite fléchir le faisceau plus à droite ou à gauche, la loi de retard devra être modifiée. Il s'agit du mode steering. Au regard des discussions précédentes, on pourrait résumer les fonctions principales d'un échographe comme suit. La sonde avec les transducteurs, la partie front-end composée d'une amplification entre autres, les formations de faisceaux à l'émission et à la réception, le traitement du signal avec la détection d'enveloppe, le filtrage, etc., etc., la compression logarithmique et la construction de l'image, puis son affichage. Sur cette image tirée du site de Texas Instruments, on peut voir le schéma fonctionnel un peu plus détaillé avec en plus la partie Doppler, l'alimentation, le stockage et la transmission des données notamment. Les techniques de formation de faisceaux les plus répandues aujourd'hui pour obtenir une image en mode brillance, le mode B, sont la focalisation conventionnelle, la transmission synthétique focalisante, l'ouverture synthétique, l'onde divergente et les ondes planes. Aujourd'hui, les technologies émergentes couvrent un spectre allant des systèmes mobiles avec souvent une intelligence déportée sur le cloud et les échographes ultra rapides profitant des calculateurs sur carte graphique. Un grand effort est aussi consenti pour le développement de sondes connectées à un iPhone par exemple, les moins consommatrices possibles. Les systèmes ultra rapides possèdent des images en transmettant des ondes planes avec de la composition spatiale pour différents angles. L'image obtenue est une image moyennée. En haut, vous pouvez voir les différentes formations de faisceaux ultrasonores pour différents angles et en bas, les images correspondantes. À droite, nous pouvons voir une image moyennée en considérant 3 angles et une image par angle.
Notez qu'en pratique, la cadence image permet la visualisation temps réel du cœur, les cadences étant d'au moins environ 30 images par seconde. Grâce à des cadences dépassant les 10 000 images brutes par seconde, il est possible d'imager en temps réel le cœur de petits animaux dont le rythme peut dépasser 10 fois celui de l'humain. En imagerie ultra rapide, la formation de faisceaux est réalisée en parallèle grâce à des calculateurs issus de GPU. C'est vraiment la mise en parallèle qui permet un gain de temps. Toutefois, cela nécessite la génération d'ondes planes avec différents angles et un moyen-âge pour obtenir une qualité en termes de contraste légèrement supérieure à celle obtenue avec l'imagerie conventionnelle. Aujourd'hui, les recherches sont focalisées sur l'amélioration des résolutions spatiales et de contraste. Passons à la problématique de l'imagerie ultrasonore. Tout d'abord, nous devons préciser qu'il existe plusieurs types de sondes adaptées pour chaque type d'examen, en obstétrique par exemple, et en cardiologie. Certaines peuvent être endocavitaires pour les examens pelviens, endovaginales, etc., etc. Je présente ici une sonde linéaire 64 éléments à gauche et une sonde phase de Ray à 2,7 MHz. Pour comprendre ce qui est représenté sur les images ultrasonores, il faut connaître deux phénomènes basiques que sont la réflexion et la diffusion. La réflexion spéculaire est générée lorsque la dimension des interfaces est supérieure à la longueur de l'onde. La diffusion, quant à elle, est générée, observée, lorsque la dimension des structures réfléchissantes, qu'on appelle des diffuseurs, sont de taille bien plus petite que la longueur d'onde. Plusieurs cas doivent être considérés. Lorsqu'on émet une onde plane avec des interfaces dont la dimension sont supérieures à la longueur d'onde, il y aura dans ce cas-là réémission d'onde plane. Lorsqu'on émet une onde plane avec des interfaces de taille plus petite à la longueur d'onde, les signaux réémis, les ondes réémises seront des ondes sphériques, circulaires. Lorsqu'on émet des ondes circulaires avec interface dont la dimension est supérieure à la longueur d'onde, on réémet des ondes planes. Lorsque on émet des ondes sphériques avec des interfaces de dimension plus petite que la longueur d'onde, on réémet des ondes circulaires. À titre d'illustration, voici différents champs de pression issus de différentes formations de faisceaux. À gauche en haut, on peut voir un champ d'ondes divergentes utilisant tous les capteurs et couvrant un champ le plus large possible. En haut à droite, on observe un champ de pression d'ondes planes avec une déviation angulaire. Au milieu à gauche, on voit un champ focalisé à partir des 24 premiers éléments de la sonde linéaire. À droite, nous voyons un champ pour des éléments allant du 83e au 114e. En bas à gauche, idem, mais avec une sonde concave pour les 32 premiers éléments. Et en bas à droite, idem, mais avec des capteurs allant du 83e au 114e. Dans le cas d'une sonde linéaire composée de 64 éléments, sans formation de faisceau compliqué, nous observons 64 signaux composés chacun de 1024 échantillons, ceci constituant une matrice, la matrice grand R. À droite, nous observons 10 signaux sur les 64 et en bas à gauche, nous voyons un signal radiofréquence échantillonné à 20 MHz et son enveloppe. Ici, nous avons représenté les enveloppes des signaux compressés en mode logarithmique, le calcul de l'enveloppe étant obtenu à partir des signaux I et Q, c'est-à-dire des signaux démodulés. L'image échographique affichée est obtenue à gauche d'un point de vue algébrique, en multipliant la matrice des signaux enveloppe par la matrice DAS. C'est l'équivalent de la matrice design qu'on a déjà vue en tomographie. Cette matrice DAS est une matrice creuse composée majoritairement de zéros. Elle possède des propriétés de parcimonie et des algorithmes spécifiques peuvent être utilisés pour accélérer les calculs. Nous voyons sur ce transparent un zoom de la matrice DAS. Je rappelle, DAS veut dire Delay and Sum. Une autre illustration, nous voyons à droite un ensemble de diffuseurs. C'est une structure réfléchissante de taille très inférieure à la longueur d'onde. Lorsque cette onde rencontre un diffuseur, une partie de son énergie lui est cédée et le diffuseur redonne cette énergie en générant une onde sphérique et donc circulaire dans le plan.
Une partie de cette onde diffusée est récupérée par la sonde. On parle alors de rétrodiffusion. À gauche, nous voyons le champ de pression ultrasonore avec les diffuseurs présents. Toutes les simulations ici sont issues de la boîte à outils MATLAB Must. À partir des signaux radiofréquences, les signaux d'enveloppe I et Q, représentés à gauche, sont obtenus par démodulation comme précédemment indiqué. Le codage en niveau de grille conduit à une image au milieu et après formation de faisceau, nous obtenons l'image finale en mode brillance comme indiqué à droite. En imagerie abdominale, la qualité des images doit être maintenue quelle que soit la profondeur d'exploration allant de 2 cm jusqu'à 20 cm. Souvent, l'utilisateur de l'échographe doit ajuster la focale pour maximiser la qualité de l'image. En même temps, il doit régler la profondeur. En choisissant une technique multifocus, le taux d'image est de 3 images par seconde, ce qui est très lent. D'autres techniques à ouverture synthétique peuvent être utilisées, mais encore avec un problème de cadence d'image. Dans ce cas, le moindre mouvement du patient peut détériorer la qualité de l'image. Récemment, deux techniques sortent du lot. Celle basée sur l'émission d'ondes dites divergentes, comme indiqué en bas à gauche. Il s'agit d'émettre des ondes dont le point source est virtuellement placé en dehors du transducteur et en utilisant la composition spatiale. Cette technique est bien plus rapide que les autres techniques et donc moins assujettie aux artefacts de mouvement. L'autre technique, basée sur l'utilisation d'ondes planes avec composition, conduit aux mêmes propriétés et à des résultats similaires. Afin que le médecin puisse disposer d'images de très bonne qualité, les résolutions spatiales et de contraste doivent être optimisées pour atteindre leur maximum. Toutefois, ces différents paramètres, que sont la résolution spatiale, axiale et latérale, le rapport signal à bruit et le contraste, sont souvent antagonistes. Et augmenter la résolution spatiale pourra diminuer le contraste. Passons maintenant à quelques définitions. Le calcul du rapport signal à bruit conduit à un indicateur exprimant le niveau de fluctuation indésirable par rapport à un signal désiré. Plus l'exploration est profonde et moins la partie utile est visible, puisque fortement atténuée, laissant ainsi la place au bruit. Améliorer le SNR permet d'explorer les tissus bien plus profonds. Pour le contraste, il s'agit d'obtenir un indicateur reflétant le niveau de gris d'une région par rapport à une autre région, les régions étant à des positions latérales ou axiales identiques. Parfois, les régions en question seront perfusées ou non par un agent de contraste. Le contraste est donc le rapport des énergies ou des puissances moyennes à des endroits similaires ou différents. La résolution se définit comme étant la capacité à discerner deux cibles spatiales très proches. La prise en compte des niveaux de contraste entre cibles et ou avec le fond est important lorsqu'il s'agira de détecter automatiquement les cibles. C'est un peu comme observer une étoile par fond noir. Si le fond du ciel est éclairé, du coup, il n'est plus possible d'observer l'étoile. En imagerie ultrasonore, la résolution spatiale est différente en axiale et en latérale. Pour la résolution latérale, elle dépend de la distance focale et du rayon du capteur ainsi que de la demi-longueur d'onde. Pour la résolution axiale, elle ne dépend pas de la géométrie, mais du nombre de cycles qui composent l'onde émise. La limite physique de discernabilité étant la limite de Rayleigh égale à la demi-longueur d'onde. Les différentes définitions ayant été rappelées, passons maintenant à l'imagerie fonctionnelle pour laquelle les images sont souvent superposées aux images en mode brillance. Superposer, voire fusionner les images morphologiques et les images fonctionnelles aide de façon indéniable le médecin pour établir son diagnostic médical. Souvent, il s'agit d'identifier des sténoses carotidiennes ou des thromboses veineuses, de vérifier la vascularisation après transplantation d'un organe, de détecter des accidents vasculaires cérébraux comme les hémorragies, les ischémies ou les insuffisances cardiaques, pulmonaires avec des valves qui fuiraient par exemple, voire vérifier la communication intracavitaire. On peut même s'en servir pour statuer sur la mort cérébrale. Quoi qu'il en soit, le faible coût de l'examen échographique au regard des angiographies en fait un outil de prédilection pour les médecins.
Ici, je pose la question du comment. En haut à gauche, on voit une artère carotide en mode B obtenue avec une fréquence ultrasonore d'émission de 7,5 MHz. Comment mesurer la vitesse du flux sanguin? Deux grandes méthodes sont proposées, celle basée sur l'effet Doppler et celle basée sur la mesure du déplacement des pixels. En bas à droite, en activant le mode triplex, nous voyons l'image de l'artère carotide commune en mode B, sur laquelle est superposé, dans un parallélépipède préalablement sélectionné par le médecin, le mode Doppler couleur. Notez ici que le frame rate est de 18 images par seconde. Les vitesses sont codées en couleur. Ici, la gamme de vitesse varie entre 19,3 cm. En positionnant le curseur à 1,3 cm de profondeur dans l'artère, la vitesse du flux est calculée avec le sonogramme, qui représente la vitesse ou la fréquence en fonction du temps. Et ceci pour une durée égale à 3,6 secondes dans l'exemple. Lorsque le cœur se contracte durant la phase systolique, la vitesse augmente et atteint un maximum, ici 107 cm par seconde, et lorsque le cœur se dilate, la phase diastolique, la vitesse ralentit et atteint un minimum aux alentours de 31,5 cm. L'indice de résistance peut alors être calculé et il vaut 107 moins 31 divisé par 107 égale à 0,71. Pour illustrer, quatre images d'organes différents sont représentées. En haut à gauche, nous voyons un rein transplanté. L'irrigation du rein est confirmée en observant la colorisation du système vasculaire. En haut à droite, une thrombose veineuse de la veine sous-clavière est identifiée. C'est la zone grise dans l'artère où il n'y a pas de flux colorisé. En bas à gauche, le mode triplex de l'artère carotide permet de conclure qu'il n'y a pas de sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'artère dû à la présence de plaques d'athérome par exemple. Enfin, en bas à droite, nous voyons les quatre cavités cardiaques et plus particulièrement une fuite de la valve mitrale. Une vidéo permet de mieux percevoir la dynamique du flux avec un frame rate de 25 images par seconde. Ici, nous voyons à la fois la veine de l'artère carotide dont le flux circule dans des directions opposées. Des filtres sont souvent utilisés pour éliminer le mouvement des parois. En dessous du vaisseau exploré, en rouge, on voit des zones colorées, image du mouvement de tissu environnant. Dans l'examen ici, ce n'est pas l'information souhaitée. Si maintenant l'objectif est de mesurer les mouvements tissulaires, comme par exemple celui du myocarde, alors des réglages de filtres sont différents. En haut à gauche, on voit que l'ensemble des cavités se déplace en synchronie. À l'aide de la boîte à outils MUST, nous allons regarder plus tard la mesure des déplacements spatiaux des tissus dans le plan de l'image. En comparant les positions des pixels d'un instant à un autre dans l'image B, il est possible de calculer le vecteur vitesse ou les vecteurs vitesse comme indiqué sur l'image à gauche par les vecteurs en rouge. Ici, le mouvement est circulaire. En mesurant le niveau de gris d'un point, par exemple celui indiqué en rouge au centre de chaque image prise à des intervalles réguliers, il est possible d'obtenir un signal comme représenté en bas, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse. Passons maintenant à l'effet Doppler. Celui-ci va nous permettre de mieux comprendre les mesures de flux. L'effet, ou je devrais dire les effets Doppler, traduit le fait que la fréquence f0 d'une source ou d'un récepteur se modifie en f0 plus fd lorsque la source ou le récepteur sont en mouvement. La différence de fréquence fd est la fréquence Doppler. Plusieurs configurations peuvent être considérées. Pour l'effet 1, l'émetteur est immobile et le récepteur est mobile. Pour l'effet 2, l'émetteur est mobile et le récepteur est immobile. Pour les autres configurations, il s'agit d'effets combinés ou simultanés ou consécutifs. Soit un émetteur à la position 0 en bas à gauche et une cible à la distance d0 en haut à gauche. La cible se déplace dans une direction horizontale avec une vitesse v. La vitesse VR qui sera perçue sera la projection du vecteur vitesse v sur l'axe de propagation des ultrasons avec VR est égal à v cosinus θ. Si l'expérience commence à l'instant t égale à 0, ti secondes plus tard, la cible qui voyage à 1 mètre par seconde aura parcouru une distance d de ti. Si à un instant te un peu avant ti,
on émet des ultrasons qui voyagent à 1500 mètres par seconde, alors très rapidement, les ondes vont rencontrer la cible à l'instant d'interaction noté TI. À ce moment, l'objet en mouvement réémet des ultrasons dans toutes les directions, et si l'émetteur devient le récepteur, alors il reçoit à l'instant TR les ultrasons. Notez ici que TI moins TE est égal à TR moins TI. Si on recommence l'expérience grand TE secondes plus tard, les ultrasons rentreront en collision avec la cible à l'instant TI'. Là aussi, TI' moins TE plus grand TE est égal à TR' moins TI'. Dans ce cas de figure, nous pouvons formaliser le problème à l'aide de 5 équations. Les 5 équations sont des droites affines, dont certaines sont égales. En effet, à l'instant TI, les équations 1, 2 et 3 sont égales, et à l'instant TI', les équations 1, 4, 5 sont égales. On peut alors exprimer grand TR, qui est la différence entre les temps de réception TR' et TR, et ceci sera donc une fonction de grand TE. À l'instant TI, les équations 2 et 3 sont égales, ce qui veut dire que C facteur de TI moins TE est égal à moins C facteur de TI moins TR. On peut donc en déduire un TR. À l'instant TI', les équations 4 et 5 sont identiques. De la même façon, on peut en déduire la valeur de TR'. Et en calculant TR comme étant TR' moins petit tr, on obtient une fonction qui dépend de dTi et TI' et de TE. Ensuite, il suffit d'exprimer la différence entre TI' et TI, qui est une fonction encore de grand TE. Considère qu'à l'instant TI, eh bien, les équations sont égales. Sur le transparent d'après, nous montrons donc que TI' moins TI est égal à C grand TE sur C moins VR. Et au final, on en déduit que TR est égal à TE, facteur d'un rapport entre la célérité plus la vitesse de la cible, divisé par la célérité moins la vitesse de la cible. On en déduit par inversion la fréquence FR. Si on retranche à la fréquence FR la fréquence d'émission, on obtient dans ce cas-là la fréquence Doppler, qui est égale dans ce cas-là à moins 2 VR sur C plus VR fois FE. Et comme la vitesse VR est de l'ordre de quelques mètres par seconde, et que la célérité est de l'ordre de 1500 mètres par seconde dans le 100, eh bien, on peut simplifier, et la fréquence Doppler dans ce cas-là, en fonction de sa direction, sera 2VR sur C multiplié par FE. Le chiffre 2 ici indique bien un double effet Doppler. Passons maintenant à quelques applications numériques, souvent rencontrées en pratique. Lorsque la vitesse du sang est d'environ 0,5 m par seconde avec un angle de 45 degrés, avec des ultrasons à 1540 mètres par seconde et une fréquence d'émission à 3 MHz, la fréquence Doppler est dans la gamme audible et elle vaut 1,4 kHz. Le challenge en électronique sera donc d'arriver à détecter un décalage de 1,4 kHz autour d'une porteuse de 3 MHz. Notons encore, pour une fréquence d'émission à 3 MHz et un angle d'insonification de 45 degrés, on voit en bas une gamme de fréquences audibles allant de 28 à 13,770 Hz. D'un point de vue hardware, l'extraction des canaux I et Q s'obtient par démodulation en quadrature, comme indiqué sur le schéma fonctionnel ci-contre. Des impulsions plus longues que celles utilisées pour le mode B sont transmises à partir du même oscillateur local. Après réception du signal radiofréquence, puis multiplication en quadrature et filtrage, les signaux I et Q constituent des enveloppes. Après déphasage et addition, les flux se rapprochant et s'éloignant peuvent être envoyés vers des haut-parleurs. Cette partie sera plus détaillée dans le cours Traitement du signal biomédical. Quittons l'imagerie Doppler et venons-en maintenant à la qualité des images échographiques. Précédemment, nous avons vu qu'on pouvait exprimer les différentes opérations conduisant à la formation d'une image en mode B par des équations algébriques. Le système d'imagerie échographique, mode B, est un système MIMO. Ceci permet de produire des images 2D. L'échographie est fondée sur des propriétés linéaires de tous les éléments constitutifs de la chaîne d'imagerie. Pour simplifier toutes les analyses, nous remplaçons le système MIMO par un système
SIZO pour entrée simple, sortie simple, ce qui revient à considérer une seule ligne de l'image. Dans ces conditions, lorsque le processus étudié est stationnaire, le signal radiofréquence Y, utilisé pour former l'image, résulte de la convolution de tous les éléments de la chaîne d'imagerie. H11 égale H12 correspond à la fonction de génération du signal, plus ou moins retardé. H21 égale H22 correspond à la fonction de transduction et de diffraction. H31 et H32 correspondent à la fonction de propagation d'atténuation dans le milieu exploré. Et R de T correspond à la réflectivité du milieu, c'est l'information que l'on souhaite recouvrer. B de T correspond souvent à un signal proche d'une impulsion de Dirac. En supposant linéaire les différents phénomènes mis en jeu, il est possible d'exprimer le signal reçu, Y de T, comme étant le produit de convolution entre H de T, la réponse impulsionnelle du système complet, et X de T, le signal électrique excitant le transducteur. On peut aussi exprimer Y de T en faisant apparaître la fonction d'étalement du point, qu'on appelle la PSF, et le signal de réflectivité, R de T, qu'on appelle aussi le signal vérité-terrain ou de topologie. D'un point de vue fréquentiel, il vient que le spectre Y est égal au produit de la fonction de transfert H multiplié par grand X et aussi le spectre Y est égal au produit de la fonction de transfert, l'étalement du point, par le spectre de signal de réflectivité. Notez deux spécificités distinctes dans le signal PSF, le signal de réflectivité R de T et le signal d'enveloppe ENV de T. Le signal PSF est une fonction douce, comme indiqué à droite au milieu. L'enveloppe de chaque ligne radiofréquence constituant l'image échographique est aussi une fonction douce, comme indiqué en bas à droite. Et le signal de réflectivité est une fonction composée de pics d'amplitude aléatoire et de positions aléatoirement clairsemées, comme indiqué en bas à droite. Comme dit précédemment, améliorer la qualité des images échographiques n'est pas aisé puisque les paramètres ne sont pas indépendants. L'imagerie échographique est une imagerie de compromis. Focalisons-nous maintenant sur la résolution spatiale et essayons de voir comment l'améliorer. Comme précédemment dit, les résolutions axiales et latérales dépendent de la longueur d'onde. Diminuer la longueur d'onde en augmentant la fréquence permet de compresser temporellement les impulsions émises et contribue ainsi, de façon simple, à améliorer la discernabilité des cibles. Ici, nous voyons l'image d'un fœtus de souris obtenue à 40 MHz. Que faire lorsque la fréquence de la sonde ne peut plus être augmentée? Existe-t-il un autre moyen pour augmenter la résolution? La réponse est positive, mais il faut aborder le problème sous un autre angle. On montre que l'espace Δz séparant deux cibles est proportionnel à une fonction g dépendant de la forme de l'impulsion ultrasonore transmise et de la longueur d'onde, d'un facteur qui est n fois la demi-longueur d'onde, n étant le nombre de cycles ou de périodes, et est inversement proportionnel au SNR. Cela veut donc dire qu'il est possible d'augmenter la résolution, c'est-à-dire diminuer Δz, en augmentant le SNR. Une opération de filtrage, comme la déconvolution, peut convertir du SNR en résolution. Ceci constitue une nouvelle voie pour augmenter la résolution. Le niveau d'amplitude entre le creux et le maximum des cibles constitue notre SNR. À gauche, nous faisons rapprocher les deux cibles jusqu'à ce qu'elles deviennent indiscernables. Le SNR diminue pour atteindre 0. À droite est représentée la distance séparant les deux cibles en fonction du SNR. La limite de Rayleigh, qui correspond à la demi-longueur d'onde, est représentée par une ligne en rouge. La déconvolution spatiale, ou temporelle, est l'opération inverse de la convolution. Elle correspond à une division entre des spectres dans le domaine des fréquences. La déconvolution consiste à estimer le signal topologique, R de T, la vérité terrain, à partir de la mesure Y. Il s'agit donc d'éliminer la dépendance de la PSF, donc la fonction d'étalement du point, du signal Y. Il existe deux familles pour la déconvolution. La déconvolution supervisée qui nécessite la connaissance préalable de la PSF et la déconvolution non supervisée
qui ne nécessite aucune connaissance. L'objectif est donc de proposer un filtre G de t tel que G de t convolu à H de t égale delta de t. Ce qui, d'un point de vue fréquentiel, donne G de t, le filtre inverse à trouver, multiplié par H de f, la fonction de transfert du filtre ou de la PSF imposée, doit être égal à 1. En exprimant les spectres en fonction des modules et des phases, et en égalant les phases, alors on montre que simplement la condition sur le produit des modules est égale à 1, ce qui implique que la fonction de transfert du filtre inverse en module est égale à l'inverse du module de la fonction de transfert de la PSF. Plusieurs types de filtres se sont considérés. Le filtre inverse régularisé, en introduisant le paramètre de régularisation alpha, le filtre inverse de Wiener, et le filtre inverse de Wiener étendu lorsque alpha dépend de f. Notez que la forme initiale des trois derniers filtres conduit au filtre inverse lorsque alpha tend vers 0. Nous pouvons considérer ici, à titre d'illustration, la fonction de transfert du filtre gaussien. On peut donc établir d'un point de vue analytique les 4 fonctions de transfert. Ici, vous trouverez le code Octave MATLAB permettant de simuler le filtre inverse régularisé. À titre d'exemple, et à partir du script précédent, je vous propose d'étudier l'influence du paramètre de régularisation alpha. Que se passe-t-il lorsque alpha tend vers 0? De plus, je vous propose d'adapter le script précédent pour que le filtre inverse soit maintenant un filtre de Wiener. Vous avez en bas les différents résultats obtenus. Passons ensuite au calcul de la réponse impulsionnelle G de t du filtre inverse à partir du module de sa fonction de transfert. Et ceci lorsqu'elle est considérée que pour les fréquences positives. On considérera aussi la phase. Voyez ici en bas les résultats obtenus. Enfin, soit un signal sparse représentant la réalité ou la vérité terrain. Le signal mesuré est dans le domaine fréquentiel x de oméga égale à r de oméga multiplié par la PSF. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'exprimer aussi en fonction des modules et des phases. On souhaite donc recouvrer r de t ou r de oméga à partir des connaissances des signaux précédents. Il faut donc déterminer r de oméga à partir de x et de h. L'approche non supervisée proposée par Oleg Mikhailovich, dite déconvolution hybride, consiste à calculer l'enveloppe à partir du signal x, puis à calculer le filtre inverse à partir de la PSF estimée. Oleg Mikhailovich commence donc par calculer l'enveloppe, puis en faisant plusieurs hypothèses sur la PSF, il considère la PSF comme une fonction régulière, lisse et donc basse fréquence. Le signal enveloppe de la PSF peut être vu comme un signal modulé autour de la porteuse et le signal sparse est plutôt haute fréquence. L'objectif est donc de déconvoluer par l'enveloppe. Dans ce cas, il suffit dans un premier temps de calculer l'enveloppe du signal radiofréquence. Cette opération est équivalente à une démodulation, le spectre de l'enveloppe étant lié au produit de la PSF par le signal vérité terrain, et ceci en prenant le logarithme. Nous voyons ici, à gauche, le spectre du signal IQ, et à droite, nous voyons le logarithme du spectre. En faisant passer une parabole, je rappelle que dans le domaine logarithmique, la gaussienne est une parabole. C'est donc un polynôme. En faisant passer un polynôme par les points du log de la transformée de Fourier, il est possible d'extraire des informations relatives à la PSF. Ici, Oleg Mikhailovich a réalisé un ajustement par une parabole, parce qu'il sait qu'on a affaire à une gaussienne. En pratique, on pourra réaliser un ajustement polynomial sans connaissance au préalable de la forme gaussienne. Ensuite, il suffira de prendre l'opération inverse, c'est-à-dire l'exponentielle, pour recouvrer le spectre de l'enveloppe. La seconde étape de la déconvolution consiste à rechercher de façon optimale le filtre inverse paramétré en faisant apparaître des fonctions spline. Pour terminer, nous voyons une illustration. En haut à gauche, nous voyons l'image originale avec un certain speckle. En haut à droite, nous voyons les résultats obtenus en considérant la méthode Sepstral, c'est-à-dire le logarithme du spectre. On voit qu'on a amélioré le grain dans l'image. En bas à gauche,
Il s'agit d'une méthode de déconvolution hybride intégrant les splines. On voit qu'on a encore amélioré la résolution en remarquant que le grain a une taille beaucoup plus petite. Et finalement, en bas à droite, nous voyons les résultats obtenus par une méthode à déconvolution parcimonieuse, où là on voit une bien meilleure résolution. Passons maintenant à l'autre volet qui concerne le contraste des images ultrasonores. Le contraste d'un tissu au regard d'un autre peut être amélioré, soit en injectant un agent de contraste, soit en injectant un agent de contraste plus un filtrage harmonique. Il s'agira dans ce cas-là de méthodes en contraste harmonic imaging, soit par un filtrage harmonique sans agent de contraste. Dans ce cas-là, il s'agira des techniques de tissue harmonic imaging. Pour améliorer le contraste tissue ratio, on peut donc agir au niveau de la réception, c'est-à-dire sur l'image a posteriori. Des alternatives consistent à agir à l'émission, c'est la commande optimale. Traditionnellement, ce sont les techniques de post-traitement qui sont utilisées et plus particulièrement le filtrage optimal. C'est très rapide d'un point de vue calculatoire. L'image est donc constituée et est en mémoire. Le contrôle optimal, quant à lui, consiste à intégrer une boucle de rétroaction afin de commander la source des signaux à transmettre en optimisant une fonction de coût. C'est avec Sébastien Ménigaud que nous fûmes les premiers au monde à proposer ce nouveau type de paradigme. Très succinctement, je vais essayer de résumer historiquement les différentes contributions dans le cadre de ce domaine. Entre les années 60 et 80, la plupart des échographes utilisèrent une excitation standard comme indiqué en bas et, à partir des échos reçus et d'une formation de faisceau DAS, une image en mode B fut constituée. Entre les années 80 et les années 2000, ce fut l'avènement de l'imagerie harmonique, sous- et super-harmonique. Seul un filtrage optimal pour extraire les harmoniques était utilisé en post-traitement. Des années 90 à aujourd'hui, des codages tirés du domaine des télécommunications furent introduits pour améliorer le contraste. Entre 1995 et 2008, différents types de codages furent utilisés majoritairement en imagerie harmonique. Durant la même période, un concept révolutionnaire se faisait jour, le retournement temporel. L'idée consiste à transmettre une impulsion et à enregistrer les échos, puis à réémettre les échos retournés temporellement. Cela a pour effet de faire concentrer l'énergie là où elle a émergé et à renforcer la seconde phase d'écho reçu. En 2007, avec l'aide de Julian Voicu, je développais les prémices de la commande optimale, repris après par Sébastien Ménigaud et moi-même. Sur la base du retournement temporel, dont le principe consiste à transmettre une première onde pour explorer la matière, puis une seconde pour construire l'image, nous introduisirent donc la commande optimale, c'est-à-dire l'optimisation explicite d'une fonction de coût en agissant sur la forme de l'onde à transmettre. Cette optimisation pouvant s'effectuer avec des excitations déterministes ou bien stochastiques. Des questions pour lesquelles il fallait donner une réponse concernaient l'impact des ondes exploratrices et imageantes, le choix de la fonction de coût, la variable sur laquelle agir et l'algorithme d'optimisation étaient des questions pour lesquelles il fallait des réponses. Notez ici que l'avantage majeur de notre méthode par rapport au retournement temporel est qu'elle peut être utilisée dans le cas non linéaire. Dans un contexte d'imagerie de contraste, il s'agissait d'injecter un produit de contraste par voie intraveineuse et en même temps d'optimiser le contraste entre les tissus sans détériorer la résolution. Nous commençâmes donc à déterminer le retournement temporel pour lequel on ajouta un filtre adaptatif optimal. Cela nous permit d'améliorer d'environ 2 décibels le contraste. Dans un second temps, avec Julian Voicu, nous recherchâmes une forme analytique à notre problème d'optimisation. Nous nous rendirent compte que Reddy et ses collaborateurs avaient trouvé une méthode qui pouvait nous convenir. Il s'agissait ici d'une optimisation sous la contrainte d'une connaissance a priori. La forme d'onde optimale à transmettre pour optimiser l'imagerie harmonique de contraste était une onde qui ressemblait à deux arches de sinusoïdes de période et d'amplitude différentes, comme indiqué en bas en vert, mais
avec quelques distorsions, comme indiqué en bleu. En approchant la forme optimale par un modèle paramétrique avec 4 paramètres que sont les 2 demi-périodes et les 2 amplitudes, T1, T2, A1, 1,2, nous pûmes obtenir une solution sous-optimale, mais toutefois intéressante. À droite est indiquée la fonction de coût bidimensionnelle en imposant A1 égale à 2 et T1 égale T2 via un algorithme du gradient. La recherche peut se faire d'un point de vue paramétrique, mais la possibilité d'atteindre la solution optimale était vaine. Nous basculâmes vers des méthodes stochastiques, comme la méthode de Monte-Carlo. C'est une méthode empirique, dit heuristique. Nous recherchâmes donc des solutions avec des sources électriques binaires ou complètement aléatoires. À l'aide de la méthode de Monte-Carlo, nous pûmes obtenir des solutions identiques au retournement temporel dans le cas linéaire et des solutions inédites étaient obtenues dans le cas non linéaire, comme indiqué en bas à droite. En intégrant en même temps un codage par inversion d'impulsion, nous testâmes des méta-heuristiques comme l'approche génétique. Nous voyons sur ce graphe que la méthode génétique surpasse la méthode paramétrique, sous-optimale, avec la fréquence. La référence non optimisée étant indiquée en bas avec la ligne rouge. À l'aide de simulations, et avec une excitation complètement stochastique, nous voyons bien que la région en bleu est augmentée en amplitude au regard de la zone jaune. Sur le transparent suivant, nous observons la même chose, mais avec une excitation aléatoire binaire. Enfin, les résultats pour l'image sont les suivants. En haut à gauche, on voit l'image initiale. En haut à droite, on voit l'image obtenue après optimisation de la fréquence d'excitation. En bas à gauche, nous voyons le résultat obtenu avec une excitation stochastique binaire. Et en bas à droite, le résultat obtenu avec une excitation complètement aléatoire. On voit que le contraste est amélioré ainsi que le grain de l'image. Voici maintenant une application mélangeant imagerie et traitement d'image. Il s'agit de la segmentation de l'endomètre. Ce travail fut réalisé à travers un projet de fin d'études 2020. Un sujet qui lui est connexe est le problème de la fertilité et de la reproduction assistée. Celle-ci s'effectue par l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. La cause du faible taux de grossesse chez les femmes faisant une FIV peut s'expliquer par la technique de transfert des embryons, par la réceptivité plus ou moins importante de l'endomètre ou par la capacité de l'embryon à adhérer correctement ou non à l'endomètre. En vue de détecter l'endomètre avec un échographe, voici différents schémas localisant l'endomètre. Ici, nous voyons le résultat de la segmentation de l'endomètre, comme indiqué en bas à droite en cyan. Ce travail, comme précédemment dit, fut l'objet d'un projet de fin d'études par des élèves ingénieurs ESEO Bio et avec l'université libanaise avec laquelle je travaille depuis plus de 10 ans. Vous trouverez sur cette image l'application réalisée à destination des médecins. Nous pouvons voir les différentes images avec différents types de segmentation. Et pour finir, passons au projet non tutoré. Vous trouverez ci-contre les différents exercices à réaliser pendant le projet non tutoré avec la boîte à outils MUST.